Voilà, donc là, je vais faire la suite des TAC. Alors, avec vous, j'avais fait l'exercice 4. Le 5, à partir du 5, je n'ai pas fait. Alors, le 5, je l'ai enregistré sur la vidéo. Vous avez séance numéro 16, vous avez tous les TAC. Donc, je vais aller assez vite. Je vais faire le 6, le 7 et le 8. Le 6 me paraît plus intéressant que le 5. Le 5 est extrêmement simple, il n'y a que deux sources. Le 6, vous avez trois sources. Donc, je vais vous le corriger, parce que je ne l'ai pas fait avec vous. Euh, voilà, donc le 6, voilà, donc il y a trois sources dans le 6. C'est le théorème de superposition avec trois sources. Donc le 5, vous le trouvez sur l'enregistrement de la séance numéro 16, hein, qui est déjà sur Internet, sur YouTube. Alors, pour l'exercice 6, donc on considère il y a trois sources, donc trois états. Donc les différents états, le premier état, c'est la source I1 active, euh, les sources 2 et I3 éteintes. L'état 2, ben, ça va être la source 2 active. Et les sources I1 et I3 éteintes. Vous voyez, on va faire fonctionner les sources les unes après les autres. Et l'état 3, ben, l'état 3, c'est la source I1 et la source 2 éteintes, par contre la source I3 active. On n'avait pas fait le 5 par contre, monsieur. Comment? On n'avait pas fait le 5, je crois. Oui, mais le 5, je vous dis, il est très simple. Vous le trouvez sur la vidéo de la séance numéro 16, hein, que j'ai déjà mis sur YouTube. Donc, si vous voulez, vous allez dessus, vous le regardez. Voilà, il y a aucune difficulté. Donc, c'est pour pas perdre 5 minutes à le corriger, parce que ça, voilà, il vaut mieux passer au 6 et puis passer du temps. Après, il me reste quand même le chapitre 6. Voilà, donc, si vous avez des questions éventuellement, vous me les posez lors de la prochaine séance. Donc là, on active Ok, ça I3. roule. Voilà. Et ensuite, on éteint les sources I1 et E2. Alors, donc premier état, donc la source I1 activée, les deux autres éteintes. Alors je vous rappelle que pour éteindre une source de courant, on la remplace par un circuit ouvert. Pour éteindre une source de tension, on la remplace par un court-circuit. Donc vous voyez, j'éteins cette source ici. Ensuite, je remplace la source E2 par un fil. Voilà, et je vais calculer la tension dans l'état 1. Et on voit tout de suite que U1, on a deux résistances qui sont en parallèle, R et R2. Et donc elles sont soumises à un courant I1. Hein. I1, c'est une source de courant, donc la source de courant, elle va vers les deux résistances en parallèle. Et donc la tension U1, c'est R2 parallèle avec R et multiplié par I1. Alors, si je fais l'application numérique, R et R2 sont égales à 5 ohms. Donc là, la résistance équivalente, c'est 5 divisé par 2, multiplié par le courant I1, multiplié par 1, ça fait 2,5 volts. Voilà, ensuite, l'état 2. L'état 2, on vous dit, donc, on éteint les deux sources I1 et I2, et I3.
Donc, et on va calculer U2. Alors j'éteins les deux sources et ces sources de courant, je les remplace par un circuit ouvert. Là, et par contre, je laisse active la source E2. Là, je calcule U2. Donc là, vous voyez qu'on va faire un point diviseur de tension. On a une source 2 de tension, on a deux résistances R2 et R en série. Et on calcule U2. Alors, donc un PDT. Alors je fais U2 égale R sur R plus R2 et multiplié par E2. Donc, alors, ça fait du 5 sur 10 fois E2, E2 pour 10 volts également. D'accord, donc on a 5 volts. Voilà, pour U2. Et l'état 3, donc c'est les deux sources, donc les deux sources de gauche, hein, celle de I1 et E2 qui vont être éteintes. La source I3 est active. Donc voilà, celle-là, je la remets. Et puis j'éteins les deux autres. Je remplace la source E2 par un fil. Voilà, puisque c'est une source de tension, on la remplace par un fil. Là, et on calcule cette fois-ci U3. Alors vous voyez que c'est le même calcul que pour l'état 1. On a deux résistances en parallèle, un courant I3. Donc j'ai la tension U3 qui vaut R2 parallèle avec R et multiplié par le courant I3. Donc ça fait du 5 dixièmes, du 5 sur 2, puisque les deux résistances sont égales. Hein, R2 est égal à R, donc c'est la moitié de la résistance, la résistance équivalente. Et la résistance vaut 5, donc 5 demi. Le courant I3 vaut 1 ampère également, donc ça fait 2,5 volts. Donc d'après le théorème de superposition, là, on a le droit d'écrire que la tension U lorsque les trois sources sont actives, c'est la somme des trois tensions, U1, U2 et U3, et ça vaut 10 volts. Voilà, donc là, il fallait répondre la réponse 2. Voilà, je vous laisse un petit peu l'exo, là, si vous voulez voir. Minute ou deux. Voilà. Là, dites-moi, vous avez des questions sur cet exo ou c'est bon? Ça va, on passe à la suite. Vous voulez quelques minutes pour noter ou vous avez noté déjà? Juste une minute pour finir de noter, s'il vous plaît. D'accord. On passe à l'exercice 7 ensuite. Donc c'est un exo donc, qui consiste à utiliser le théorème de Millman.
Alors c'est extrêmement simple, hein. Donc on a la configuration idéale pour utiliser le théorème du Riemann, puisque vous avez des générateurs qui sont en dérivation. Vous voyez, on a 4 branches, on veut la tension de chacun des dipôles. La quatrième branche, elle ne contient pas de force électromotrice. Voilà, donc on peut écrire, hein, je vous rappelle, somme des UI sur G, on l'a révisé du coup tout à l'heure. Voilà, somme des EI sur RI est divisé par la somme des 1 sur RI. Donc E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 et plus 0 sur R, donc divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R. Là, si on fait le calcul, ça fait donc 10 divisé par 10, moins 5 sur 10, moins 5 sur 10, et plus 0 sur 10 si vous voulez, et divisé par 1 sur 10 4 fois, du coup, puisque toutes les résistances valent 10 ohms. Voilà, vous voyez, si on fait le calcul, 10 divisé par 10, moins 5 sur 10, moins 5 sur 10, ça fait 0. Donc la tension vaut 0 volts. Donc c'était la réponse 2. Voilà. Et le dernier exo. Alors, vous voyez, ce qu'on souhaite, c'est calculer la tension, cette tension-là, la tension VA. Ici, en fait, ce qu'on appelle le potentiel du point H, c'est vraiment du vocabulaire d'électronicien. Vous verrez ça plus tard. En fait, le potentiel VA, c'est la tension entre le point A et puis la masse du montage. Voilà. Et vous avez du coup VA. Voilà, alors on fait vraiment comme si la tension calculée c'était U1, mais comme si on avait deux branches qui étaient, dans ce cas-là, comme si on avait deux branches qui étaient en parallèle, une branche avec V1 et en série avec R1, un peu comme E1 et R1, et ensuite une branche avec V2 en série avec R2, un peu comme si on avait E2 en série avec R2. Voilà ce qu'on appelle le potentiel, c'est la tension qu'on met entre le point considéré puis la masse du montage de 0 volts. Voilà, si je fais ça, ça me fait du V1 sur R1 au numérateur, V2 sur R2 et au dénominateur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, si je fais le calcul, V1 c'est 15 et puis R1 c'est 1. V2 moins 5 divisé par 1 et divisé par 1 sur 1 plus 1 sur 1. Donc 15 moins 5, 10. 10 divisé par 2, ça vaut 5 volts. Donc réponse 3 ici. Voilà. Donc c'est extrêmement simple avec le théorème de Millman. Donc je vous remets un petit peu les trois exos si vous avez encore des notes à prendre. Monsieur, j'ai une question pour la question 7. Oui, je vous écoute. En fait, on fait la somme des intensités. Donc, du coup, on a E1 sur R1, plus E2 sur R2, plus E3 sur R3. Ouais, voilà, c'est la somme des courants de court-circuit en fait. D'accord. Et après, vous mettez plus 0 sur R. Ouais, parce que c'est comme s'il y avait ici, dans cette branche-là, c'est comme si vous aviez une source ici, E, qui est égale à 0, puisqu'il y a un court-circuit à la place. Vous voyez? Ah, Donc, quand d'accord. vous avez la résistance tout seul, vous mettez 0 au numérateur, vous n'oubliez pas de mettre le 1 sur R au dénominateur, par contre. D'accord? Merci. Je vous laisse une minute ou deux pour noter encore, si vous souhaitez. Et puis on va passer, je vais faire juste un exo, je vais faire, dans la deuxième partie, je vais faire l'exercice l'exercice 1, l'exercice 2, je vous le mettrai sur Moodle, hein, mais je vais essayer d'avancer un peu parce qu'il faut que j'entends pas mal aussi le chapitre 6 avec les TD.
Voilà, alors je passe à la suite, deuxième partie. Voilà, exercice 1. Alors, je laisse un petit schéma que j'avais fait tout à l'heure. Enfin, je l'ai fait, voilà, parce qu'il était assez joli. Alors, un automobiliste voilà, décide de monter un treuil sur son véhicule. On monte ça généralement sur des 4x4, on met ça à l'avant. Ça permet éventuellement de se désembourber, hein. Vous avez un câble que vous pouvez attacher quelque part, et puis le câble, il s'enroule sur un enrouleur grâce à un moteur électrique. Alors, le moteur électrique, il va tirer pas mal de batterie, puisque pas mal de puissance, enfin de charge de la batterie, hein, puisqu'il doit avoir un couple important pour pouvoir sortir la voiture de situation délicate. Donc une voiture, même petite, ça pèse beaucoup plus qu'une tonne. Voilà, donc le moteur, il va tirer du courant. Alors ce qu'il fait, le propriétaire, c'est que d'abord, il connecte directement son moteur de treuil sur la batterie du véhicule à l'arrêt, et ça lui décharge très rapidement le véhicule. Donc c'est ce qu'il fait au départ. Lorsque la voiture est à l'arrêt, le treuil utilise la batterie principale du véhicule, celle qui permet de démarrer le moteur. Alors, on vous demande de représenter le schéma de l'installation lorsque le moteur du treuil est relié à la batterie. Voilà. Alors, vous avez donc la batterie avec un pôle moins, un pôle plus. Hein, c'est une batterie de 12 volts reliée au moteur. Donc, le moteur, je l'ai symbolisé ici par voilà, un petit cercle avec. Ça représente les deux bornes du moteur de part et d'autre, éventuellement l'axe qui peut tourner à une certaine vitesse, vous voyez, en fonction de l'alimentation et puis, voilà, et puis du dispositif de commande du moteur. Alors, ensuite, on vous demande de représenter le schéma complet équivalent avec les deux modèles équivalents. Vous voyez, on vous donne le modèle équivalent de Thévenin de la batterie qui va fonctionner en générateur, et on vous donne également le modèle équivalent du moteur à courant continu qui, lui, va fonctionner en récepteur, hein, c'est EM et RM. Alors, on va représenter tout ça. Voilà, donc ici, vous avez l'association des modèles équivalents du moteur et de la batterie. Donc ici, E1, R1 pour la première batterie, et ensuite E2, EM, RM pour le moteur. Hein. Le moteur, c'est un récepteur. D'accord? Donc, c'est la batterie principale qui va imposer le courant. Donc, vous allez avoir un courant positif ici. Donc là, le schéma équivalent de la batterie. Et ici, le moteur. Voilà, et on vous demande de calculer I. Alors, on peut faire ça avec la loi de Pouillet. On a déjà vu. Alors, le I vaut donc la somme des EI qui sont dans le même sens que I. Donc, vous avez E1, la somme des UI en sens inverse, EM. Et ensuite, on divise par R1 plus RM par la somme des résistances. Donc, ça vous fait 12. Le EM du moteur, c'est 10. Et ensuite, on divise par R1, 0,03 et R2, 0,02. Voilà, si on fait le calcul, ça fait 2 divisé par 0,05, c'est-à-dire 200 divisé par 5, ça fait 40 ampères. D'accord ? Voilà, alors on vous dit que
la batterie est vite déchargée, principale, dans ce mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que le moteur, le véhicule est à l'arrêt, le moteur électrique du treuil, il tourne sur la batterie principale, il tire un courant qui est important de 40 ampères. Voilà, et donc le propriétaire décide d'installer une batterie supplémentaire qui va faire fonctionner avec le treuil en plus de la batterie principale. Il va la mettre pour fonctionner en supplément. Donc, il va forcément la placer en parallèle avec la première batterie. Voilà, donc ça, c'est l'objet de la question 4. Alors ça, c'est la question 3 ici. Voilà, et la question 4, on met en plus une deuxième batterie sur la première. Là, on refait le schéma avec les deux batteries. Donc, on rajoute une deuxième batterie. Ici. Voilà, donc on a ici la batterie principale. Et ici, la batterie supplémentaire. Voilà. Alors, chacune des batteries va participer au courant absorbé par le moteur. Donc, la batterie principale, le courant, ça va être I1. Et ici, I2, la somme sera égale à I. Donc, vous voyez que ça va permettre donc de suppléer un petit peu à la batterie principale, le fait de rajouter la batterie 2. On aura ainsi moins de courant débité par la batterie principale. Voilà, on met les deux en parallèle, hein, chacun fournit une partie de la puissance électrique au moteur. On vous demande ensuite de calculer la tension borne de l'ensemble. Donc ça, c'est la question 5. Et de calculer le courant qui va être fourni par la batterie principale. Voilà, alors, on en rajoute une ici, parallèle. Voilà, donc là, une deuxième batterie connectée avec la première.
Voilà, donc ici, la batterie, alors je vais l'appeler batterie 1, batterie 2, hein, c'est la principale. La batterie 1, elle est là, la batterie 2, elle est ici. Voilà, le courant I1 qui est fourni par la batterie 1. Et le courant, on va le mettre plutôt ici. Hop, voilà, I1. Là, et puis I2 qui est fourni par la batterie 2. La somme vaut grand I. Et ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de calculer la tension bon, de l'ensemble. La tension, vous l'avez là. Hein, vous voyez que les trois dipôles sont en dérivation. Voilà, donc la tension, on l'a là. Voilà, on vous demande de calculer cette tension U et de déduire le courant I1. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer? Dites-moi, c'est quoi la meilleure façon, après tous les théorèmes qu'on a vus, quelle est la meilleure façon pour calculer la tension U? Dites-moi ici. On avait plusieurs méthodes, plusieurs théorèmes. Qu'est-ce qui va être pratique d'employer ici pour calculer U? On a trois générateurs qui sont en parallèle, on fait? Milliman. Ouais, Milliman, hein, oui, ça ne m'embête pas. Les étudiants, ils aiment bien appliquer Milliman, c'est facile, ça marche souvent pas mal. Voilà, alors, donc E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus EM sur RM est divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur RM. On fait ça et on trouve... Alors, je vais refaire, alors ça fait... alors E1 sur R1, je vais reprendre les valeurs numériques, excusez-moi ici. Donc E1 c'est 12 divisé par 0,01. Ensuite, ça c'est la batterie 2. La batterie 1, c'est 12 divisé par 0,03 plus le EM sur RM, donc 10 divisé par 0,02. Voilà, et on divise par donc 1, la somme des conductances. Et on trouve 11,45 volts, hein, vous voyez, de tension. On fait l'application numérique. 11,45 volts. Voilà, et on souhaite ensuite connaître le courant, le nouveau courant que va débiter la batterie. Alors, c'est la question 7. On veut I1, et là, vous voyez que la tension U, elle s'applique au bord de chacun des dipôles, donc des modèles de Thévenin. Donc, on a U égale à E1 moins R1 I1. Et donc, I1 égale E1 moins U divisé par R1. Donc, si je fais le calcul, 12 et je divise par R1, je crois que c'est 0,02.
Alors attendez, je refais le calcul. Donc on a dit 12 moins 11,45 et on divise par 0,03 plutôt. Là, ça fait 18,3. Vous voyez, ampères. Alors ici, en conclusion, c'est que le fait de mettre une deuxième batterie, ça permet de tirer moins sur la batterie principale du véhicule. Vous voyez, on a un courant de 18,3 ampères au lieu des 40 ampères qu'on avait quand on a une seule batterie. Donc on va moins la décharger, moins facilement. Voilà, ça évitera de se retrouver avec la batterie principale à plat. Voilà, donc c'est ça qu'a permis de réaliser le fait de rajouter cette deuxième batterie. On va avoir des batteries qui vont se décharger moins rapidement. Voilà. Monsieur, oui, je peux vous laisser. Oui, je vous écoute. pourquoi dans la 3, dans la loi de Curie, c'est E1 moins EM et pas EM moins E1? Comme E1, il est en Parce cours. que on prend pour avoir le courant, en fait, il faut dans le sens indiqué. I, c'est en fait la somme, si vous regardez chapitre 4, c'est la somme des tensions qui sont dans le même sens que I, moins, parenthèse, la somme des tensions qui sont en sens inverse par rapport à I et divisée par la somme des résistances. Donc la tension qui est dans le même sens que I, c'est E1. EM, elle est en sens inverse. Donc ça fait E1 moins EM est divisé par la somme des résistances, donc divisé par R1 plus RM. Oui, ok. Ça D'accord. marche, merci. Après, on peut ajouter que voilà, la batterie qui va imposer le sens du courant, c'est celle qui a la force électromotrice la plus grande, donc c'est celle qui fait 12 volts. L'autre EM, donc qui est la force électromotrice du moteur, elle est moins importante. Donc le moteur, forcément, il va fonctionner en récepteur. Le M est vers le haut, alors que le I descend vers le bas dans le modèle de Thévenin du moteur. Voilà, alors sur ce, on va passer aux courses. Il y a pas de... Je vous laisse peut-être 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez noter. Voilà, et puis après, je vais passer au cours chapitre 6. Allez, je passe donc au chapitre 6. Voilà. Alors, le chapitre 6. Donc, c'est un chapitre sur les phénomènes transitoires que vous avez déjà étudié dans le cours de physique. En fait, vous avez vu les oscillateurs mécaniques. Donc, on vous a parlé un petit peu de transitoires. Alors, les transitoires en physique, vous en avez souvent. Si vous avez un ressort, hein, vous voyez le temps que si on écarte le ressort, c'est la position d'équilibre. Donc là, c'est le cas de la porte de l'ascenseur. On l'écarte, vous voyez, et puis elle revient en oscillant plus ou moins
avant d'arriver à l'équilibre. Un pendule aussi, vous l'avez vu, hein, un pendule il va osciller. S'il y a des frottements, vous voyez, il va revenir à l'équilibre avec des oscillations de moins en moins fortes parce qu'il y a des phénomènes dissipatifs. Voilà, alors bien sûr, c'est des phénomènes aussi qu'on retrouve en électricité. Par exemple, ici, vous avez un petit, si vous regardez ce qu'on a ici, on a un circuit RLC, donc un second ordre, en fait, il se modélise comme un oscillateur mécanique, un ressort comme un pendule ou comme un ressort qu'on écarte de sa position d'équilibre. On a le même type d'équation différentielle. Donc ici, on a une bobine, un condensateur et puis une résistance qu'on peut faire varier. On a une alimentation qui permet de maintenir, vous voyez, qui fait passer la tension de 0 à 10 volts. Vous voyez, lorsqu'on applique ça sur le circuit RLC, donc la réponse, vous l'avez, donc c'est la courbe ici à gauche qui oscille un petit peu, et ensuite on place voilà, la tension qu'on place, vous voyez, c'est la tension que vous avez juste en dessous, sur la première voie. Vous voyez, une tension, une espèce de créneau, hein, 0,10 volts, et la réponse, elle est ici un peu avec des oscillations amorties, on dit qu'elle est pseudo-périodique. Et le système va venir vers le nouvel état d'équilibre, donc les 10 volts, si on regarde la tension du condensateur. Voilà. Ensuite, si on augmente un petit peu l'amortissement, on va passer par une phase où il n'y a quasiment plus d'oscillation, donc c'est le régime critique. Donc ça aussi, vous avez dû voir ce que c'est un petit peu quand vous avez fait la résolution d'équations différentielles du second ordre. Voilà. Et puis après, si on augmente fortement la résistance, il y a plus d'effets dissipatifs, et donc on arrive à l'état d'équilibre qui est imposé par les 10 volts du générateur, hein, au bord du condensateur, donc ça sera lorsque le condensateur sera complètement chargé. On arrive à la tension de 10 volts sans oscillation du tout, quand le système est assez dissipatif. Voilà. Donc en conclusion, voilà, donc on a un transitoire finalement qui va avoir à peu près les mêmes variations que celle d'un système qu'on écarte de sa position d'équilibre, hein. Ça c'est voilà, il n'y a pas trop de différence. Et l'équation qui va permettre de déterminer le transitoire ne dépend pas de l'entrée qu'on a sur le circuit. Vous voyez, elle est la même, quelle que soit finalement l'entrée qu'on va voir sur le circuit ou l'entrée qu'on a sur le système. Finalement, ce qu'on fait subir au système, c'est pas ça qui impose le transitoire. Le transitoire, en fait, il est propre au système lui-même, au circuit RLC, au ressort, au pendule, etc. Alors, si on regarde un petit peu ces trois expériences, on peut observer que la tension finale, ce sera toujours 10 volts, et quelle que soit la résistance. Par contre, on peut arriver aux 10 volts de différentes manières, avec un transitoire qui est pseudo-périodique, apériodique, ou un transitoire critique un petit peu entre les deux. Alors là, vous avez également, je ne sais pas, vous l'avez peut-être étudié en physique, l'amortisseur avec le ressort d'un véhicule. Alors généralement, on considère que ce qu'on met sur une seule roue, ben, c'est le quart du véhicule, la masse c'est m divisé par 4. Voilà, on se place au niveau du centre d'inertie de la caisse du véhicule, on regarde les forces qui s'y appliquent. Voilà, et on peut voir on peut observer que le centre de gravité du véhicule, il va avoir à peu près, il va varier, donc sa hauteur va varier de la même manière que les irrégularités de la route. Donc si vous avez une route qui a beaucoup d'oscillations, un petit peu de la forme avec la forme d'une sinusoïde, ce sera pareil pour le centre de gravité du véhicule. Par contre, si le véhicule monte une pente, vous voyez, vous aurez aussi le centre de gravité du véhicule, lorsque le transitoire aura disparu, qui aura vous voyez, qui vérifiera une équation du même type que celle de la pente. Vous voyez, donc une équation linéaire. Voilà, donc ça c'est des problèmes qu'on peut étudier plutôt en physique. Voilà, nous on va s'intéresser surtout à des phénomènes électriques, mais enfin les deux, hein, les systèmes électriques régis par une équation différentielle du premier ou du second ordre, finalement ils évoluent comme des systèmes mécaniques, comme pour le second ordre, comme le ressort, le pendule, etc. On peut mettre ça, modéliser ça avec la même forme mathématique et donc arriver au même type de solution.
Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu les équations donc sur des circuits électriques qui vont présenter un transitoire et ensuite un régime permanent, un nouvel état d'équilibre. Alors, le circuit électrique le plus classique que vous avez dû voir en OMI, en tout cas à une époque on le voyait, donc c'est un circuit qui est constitué d'une tension variable, enfin de tension qu'on va appliquer au circuit RC. Voilà, généralement, on place un interrupteur, voilà, la résistance, le condensateur, voilà, donc là, j'ai une tension E qui est imposée par un générateur. On peut avoir une tension qui a voilà, 10 volts, par exemple. Ici, un interrupteur. Et lorsqu'on veut démarrer l'expérience, enfin, le condensateur peut être chargé ou déchargé. Lorsqu'on démarre l'expérience, on ferme l'interrupteur T. Donc, généralement, on met que lorsque T est supérieur ou égal à 0, on ferme l'interrupteur K. Donc, si on ferme K, on se retrouve avec ça. Et le circuit va évoluer. Donc, ici, je vais avoir un courant I de T. Alors, il évolue. Vous avez une équadif, enfin, on écrit la loi des mailles, hein, vous voyez. Donc, E égale UR de T plus UC de T. On a UR de T qui est égal à RI de T. Donc, on peut écrire que E égale RI de T plus UC de T. Et pour un condensateur, on sait que I vaut C DUC sur DT, la relation courant-tension du condensateur, hein, vous vous souvenez. Donc vous voyez, on peut exprimer les variations de la tension au bord du condensateur sous forme d'une équation. Vous voyez, écrire que E, en remplaçant I par C DUC sur DT, E, vous voyez, si je prends ces deux équations, E égale R fois C, dérivée de UC par rapport à T, plus UC de T. Je trouve une équation, vous voyez, linéaire, on appelle ça une équation, alors je vais vous la réécrire ici. Et on va la mettre, alors généralement on la met comme ça. On met d'abord l'équadif du premier ordre en premier, puis ensuite le second membre. Voilà, donc on a RC DUC sur DT plus UC de T égale à E. Voilà, ici on parle d'équation différentielle du premier ordre, parce qu'il n'y a que des dérivés. Elle est linéaire. Elle a un second membre constant avec second membre constant. Alors, notez que RC, vous voyez, vous avez le produit R fois C. Il est homogène en temps. Pourquoi? Parce que UC, c'est des volts, c'est la tension au bord du condensateur. D de UC sur DT, c'est la dérivée de UC par rapport au temps. Donc, c'est des volts divisé par un temps. E, c'est des volts. Donc, RC, c'est obligatoirement homogène en temps. Donc, généralement, on note RC par la variable taux. Et on appelle ça la constante de temps du circuit. La constante de temps du circuit. Alors, elle est très importante. C'est quelque chose qui est fondamental pour un circuit du premier ordre parce que ça va indiquer la durée du transitoire. Vous voyez, le transitoire, c'est ce qui va, c'est ce phénomène qui dépend du temps.
qu'on va voir apparaître lorsqu'on va changer l'état d'équilibre d'un système du premier ou du second ordre. Vous voyez, donc pour le premier ordre, en physique, les physiciens ils disent qu'au bout de 5 constants de temps, le transitoire a disparu et qu'on a la nouvelle position d'équilibre, et donc le nouvel état d'équilibre, et donc le nouveau régime permanent, si vous voulez. Voilà, donc taux égale RC, constant de temps du circuit, et ensuite l'équation qui régit, ça va être la charge du condensateur. Vous voyez, c'est une équation du premier ordre, linéaire à coefficient constant, avec un second membre constant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous n'avez pas de questions? Vous comprenez tout ce que je fais? Vous l'avez déjà fait, ça, plus ou moins? Oui, on l'a fait en OMI. Ouais, d'accord. Donc ça vous paraît pas trop, c'est pas trop compliqué pour vous, hein, puisque vous avez, c'est des choses que vous avez déjà vues. Voilà, donc il y a beaucoup de systèmes mécaniques et finalement systèmes électriques qui sont un peu équivalents à partir du moment où ils se décrivent par le même type d'équation, hein. Donc là, c'est une équation du premier degré, mais on peut avoir dès qu'on a résistance bobine et condensateur. C'est régi par un second ordre. Voilà, alors on va continuer, si vous avez noté. On va tout d'abord s'intéresser au régime libre, c'est-à-dire que vous avez un circuit qui contient une résistance, un condensateur ou une résistance, une bobine, qui est juste soumis à ces conditions initiales. Il va évoluer parce qu'il a des conditions initiales. Il a été le condensateur, si on le charge préalablement, on va avoir une évolution de la tension et du courant dans le circuit, même sans le générateur E que j'ai placé en série avec RSC pour établir l'équation différentielle précédemment. Voilà, donc là j'ai, vous voyez, un simple circuit RC avec un interrupteur. Donc je vais fermer l'interrupteur. J'ai le condensateur qui est initialement chargé à 5 volts, à T égale à 0. Si vous voulez, on suppose toujours qu'on ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0. Donc avant T égale à 0, on a une condition sur le condensateur, il est chargé à 5 volts. Donc ça, c'est la condition, on appelle ça la condition initiale. UC, c'est le UC à l'instant T égale à 0. Qu'on note généralement grand UC indice 0, et ça vaut 5 volts. CI,
c'est la condition, hein, ça c'est comme ça que je note, la condition initiale. Alors, donc à l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Hein, donc nous, on va se placer à t supérieur ou égal à 0, k est fermé. Voilà, donc on se retrouve avec ça. On va trouver l'équation différentielle. Voilà, on ferme l'interrupteur et on cherche les quadifs. Alors on fait une loi des mailles. Vous voyez, on peut écrire que UC, si je prends voilà, un sens pour la maille, comme ça par exemple, je peux écrire que UC, alors ça va être un UC de T, ça va évoluer, plus UR de T, puisque c'est dans le même sens, et moins UK est égal à 0. Mais lorsque l'interrupteur est fermé, UK vaut 0. Donc du coup, j'ai plus que UC de T plus UR égale à 0. Et le UR de T, loi d'Ohm, convention récepteur, donc ça vaut R multiplié par I de T. Donc, je me retrouve avec du R I de T plus UC de T égale à 0. Et ensuite, ben, je sais que I de T vaut C DUC sur DT. Si je réinjecte ça dans mon équation, j'arrive à RC DUC sur DT plus UC de T égale à 0. Voilà, donc vous voyez, je retrouve une équation différentielle, cette fois-ci sans second membre. On va parler de régime libre. Hein, on a, alors je vais peut-être l'écrire ici, ça sera plus... Voilà, RC c'est la constante de temps. Ouais, taux égale RC, constante de temps. Et donc on se retrouve, vous voyez, avec un T, DUC sur DT, plus UC de T égale à 0. Ou taux, alors vous pouvez la dériver par rapport à T, on met un point, quelquefois UC point de T, plus UC de T égale à 0. Donc il n'y a pas de second membre dans cette équation-là. On a une équation... on dit qu'on a une équation homogène sans second membre. Voilà, alors, si on veut exprimer la charge du condensateur, Q de T, la charge, c'est C fois UC. Donc ça revient à la même équation différentielle. Vous voyez, on multiplie tout par C, par la capacité du condensateur. On va retrouver C fois UC, Q de T, et puis C fois UC', c'est Q' de T. Donc ça vous donne taux Q' de T plus Q de T, ça c'est la charge des armatures égale à 0. Donc c'est le même type d'équation différentielle. Voilà. Alors, comme on a une condition initiale, vous voyez la condition initiale, donc c'est UC de 0 égale à UC indice 0 égale à 5 volts. Donc au niveau de la charge, la condition initiale, vous voyez, c'est Q de 0 égale C fois UC0, grand C fois UC0. Et donc les deux, vous voyez, les quadifs plus la condition initiale, hein, c'est ce que les matheux ils appellent le problème de Cauchy.
Voilà, et cette forme-là, vous voyez qu'on arrive à taux U' plus UC, donc taux multiplié par la dérivée par rapport au temps d'une grandeur physique, plus cette grandeur physique égale à 0. Donc ça, c'est l'équation, la forme canonique d'un système du premier ordre. À taux, vous voyez, c'est le paramètre le plus important du transitoire, d'un transitoire du premier ordre. À taux, c'est la constante de temps. Le transitoire va durer environ 5 constantes de temps. On le montrera un peu plus tard. Monsieur, Oui. vous pouvez réexpliquer comment vous êtes passé de UC à... Alors, de UC, excusez-moi, je ne vous entends plus. Dans votre équation, comment vous êtes passé de UC à Q? Ah, simplement en multipliant, vous prenez toute l'équation. Comme la charge, c'est la capacité multipliée par UC, il suffit que vous multipliez ici par grand C. Vous multipliez par tout ça par grand C. Vous allez vous retrouver avec du taux multiplié. Donc il y a le 0 qui est multiplié par C, ça fait 0. Après, vous multipliez, vous avez du UC' qui est multiplié par C. Et UC' multiplié par C, vous faites rentrer la C qui est la capacité dans la dérivée, ça vous fait la dérivée de C fois UC, donc la dérivée de la charge, c'est Q', et puis après, plus grand C multiplié par UC, et grand C multiplié par UC, c'est petit Q de T, d'accord? Donc on arrive à taux Q' plus Q de T égale à 0. Si on avait cherché le courant, une équation différentielle sur le courant dans le circuit, on aurait trouvé pareil, la même équation, hein, taux Q', taux I' de T plus I de T égale à 0. Toutes les grandeurs électriques du circuit RC, elles vont être régies par la même équation différentielle. Et pourquoi on laisse pas UC et on remplace par Q? Parce que on vous demande, voilà, on vous demande de l'écrire. Il s'agit de déterminer la forme du régime transitoire, autrement dit Q de T. Voilà, parce que je vous ai demandé de trouver Q de T. Voilà. Mais on aurait pu très bien raisonner avec UC, parce que c'est demandé simplement dans votre poly, hein. Voilà, on avait fait ce poly avec, ça a été fait avec le prof de 3. En mettant des choses, voilà, c'était le prof de 3 qui voulait, pour changer, plutôt vous faire chercher Q, qu'on ne fait jamais. Généralement, on cherche toujours UC au bord du condensateur. Voilà, pour vous montrer que on cherche Q de la même façon qu'on cherche UC, en fait. Q, en fait, c'est la charge des armatures. Vous voyez, le condensateur, il se charge avec une armature qui prend la valeur, la charge électrique Q de T, l'armature du dessous, moins Q de T. Et la tension que vous avez entre les deux armatures, elle s'appelle UC. Et la relation entre Q, la charge de l'armature positive, et la tension UC, c'est Q égale C multiplié par UC. C, c'est la capacité du condensateur. Donc vous voyez que à la capacité près du condensateur, qui est une constante, Q de T et UC, c'est quasiment la même chose. Bon, bien sûr, Q, c'est un coulomb, et UC, ça va être des volts. Voilà, mais ça ne change absolument rien. D'accord? Ok, merci. Voilà, c'est juste pour vous, voilà, pour vous, on va dire, bon, je dirais pour vous embêter un petit peu, hein. C'est pas qu'on n'est pas méchant, mais c'est, voilà, pour vous faire raisonner avec autre chose que simplement UC. Parce que si vous prenez un bouquin de physique de classe de prépa sur un premier ordre, voilà, ce qu'on vous demande, c'est UC, I de T, et pas forcément la charge, mais c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, je vous laisse noter. Voilà, et voilà, on l'a mis sous forme canonique. Et ensuite, on va résoudre l'équation. Donc, mettre
l'équation de la décharge du condensateur sous forme canonique. Alors, vous voyez, on peut raisonner, on va faire les deux, vous voyez, comme ça, vous n'allez pas être perturbé. Soit on fait avec, vous voyez, on va faire ici, on va faire avec UC. D'un côté, on va faire avec UC, ensuite on fera avec Q de T. Alors, si je fais avec UC, vous voyez, je me retrouve avec, j'ai du taux DUC sur DT plus UC de T égale à 0, et j'ai la condition initiale, le UC de 0 qui vaut UC indice 0 et qui vaut 5 volts. Voilà, alors dites-moi comment on résout ça. Quelle est que vaut la solution de l'équation différentielle sans second membre UC de T? À quelle forme? A multiplié par quoi? Par? Cos. Non, non, c'est pas un cos, ici c'est une équation du premier ordre. Donc plutôt exponentielle. Allez, ça vous l'avez fait. Exponentielle quoi? Allez, on va pas résoudre, hein, ça vous la connaissez la solution. Alors, UC égale A exponentielle moins T fois B sur A. Je pense que le prof de maths, il vous l'avait fait, vous avez mis ça sous la forme. A, l'équation multipliée par R plus B égale à 0. Vous aviez trouvé petit r égale moins B sur A. Et ensuite, il vous avait dit que du coup, la solution était de la forme A exponentielle moins B sur A multiplié par T. Non, il ne vous a pas mis un truc comme ça, le prof, là, quand vous avez... oui, si vous aviez une équadive de la forme A, Y' de T plus BY de T égale à 0. Je pense c'est ces notations-là qu'il a employées en maths, le prof. Ouais. Du coup, ici, c'est UC divisé par taux, non? Voilà, donc voilà, ça vous donne ça, le Y de T, vous voyez. Voilà, attendez. Voilà, le Y de T, hop, si vous avez ça, alors en maths, voilà, vous avez, quand vous avez ça, c'est ça que vous avez vu, non? C'est ce que j'ai entouré, que vous avez vu en maths, à Noémie? Ouais. Oui. Ouais, voilà, d'accord, donc c'est la même notation. Alors, nous, c'est pas, vous voyez, moi, c'est cette équation-là, si vous voulez. Hop, et moi, je veux la solution de ça. Donc, la solution de ça, je la mets ici. Alors, regardez, si je fais la même méthode qu'en maths, donc j'ai le UC de T qui vaut A exponentielle. Alors, moins B sur A fois T. Moins B, ça fait moins 1. Et 1 sur taux. voilà, sur taux. Ça fait moins T sur taux. Vous voyez que c'est homogène, du coup. Je divise un temps par un temps, donc ça colle. D'accord? Voilà. Et ensuite, je résous, là, c'est pas terminé. Vous voyez, pour résoudre, je fais avec les conditions initiales. Donc, c'est le problème de Cauchy. Avec la condition initiale, c'est UC de 0 égale U indice C0, c'est le 5 volts, égale A, ça permet de déterminer A exponentielle 0. Donc, A vaut UC indice 0, et on arrive à UC de T. Alors, je vais mettre dessous. Là, donc j'ai UC de T égale UC0 exponentielle moins T sur T. Moins T sur tout. Voilà, hein, donc voilà la solution après avoir intégré la condition initiale. Voilà, on arrive à ça.
Alors, si j'avais raisonné avec la charge électrique, vous voyez, j'aurais eu des armatures, taux dQ sur dt, plus Q de t égale 0. J'aurais eu un Q de t, donc égal, alors c'est une nouvelle constante, R', exponentiellement t sur taux, on aurait eu toujours la même forme. Et ensuite, la condition initiale ici, voilà la condition initiale, c'est Q0 égale à C fois grand UC0 égale A', exponentielle 0, donc égale A'. On aurait trouvé donc un Q de t. Voilà, simplement, voilà, C fois UC0 exponentielle moins t sur taux. On retrouve bien que Q de t, c'est C multiplié par UC de t. Voilà, et si on trace, on vous demande de tracer soit UC, soit Q de t représenté, on va tracer pour avoir un petit peu l'allure. Alors, si je trace, par exemple, Q de t, la charge en fonction de t. Alors, on a au départ, lorsque t, avant qu'on fasse l'interrupteur, donc le condensateur, il est chargé. Je vais représenter avec une charge, vous voyez, qui est égale à ici C fois UC0. Et ensuite, vous voyez, j'ai... Oh, attendez ça, je vais sauter. Voilà, donc, et là, j'ai, vous voyez, une courbe, une exponentielle décroissante, donc ça fait ça, hop, et ça arrive, voilà, l'asymptote, c'est 0. Voilà, donc, il y a une continuité, donc là, j'ai le 0. Et ça met à peu près 5 constantes de temps pour arriver à 0. Vous voyez, on peut, alors ce qu'on peut, voilà, on le verra peut-être la prochaine fois. Vous voyez, si jamais je remplace t par 5 taux, ça me fait du exponentiel moins 5. Exponentiel moins 5, ça fait moins que 1%. C'est-à-dire que là, il reste moins que 1% de charge quand on arrive au bout à 5 taux. Bien sûr, après, la courbe, elle continue. Hein, mais le physicien considère qu'au bout de 5 taux, le condensateur est entièrement déchargé. Voilà. Voilà la représentation. Est-ce qu'il me reste... Et si je peux vous mettre un petit tableau, regardez, je vais vous mettre un petit tableau de valeurs. Si j'ai 2 minutes encore, voilà, on va faire ça. Alors, je vais vous mettre des valeurs. Je vais faire ça, je vais mettre en blanc plutôt. Donc là, je vais mettre le temps, et puis ici, je vais mettre UC ou Q de T, vous mettez ce que vous voulez. UC de T, voilà, on a taux, 2,2 taux, en valeur un peu remarquable, 3 taux et 5 taux. Alors, ce qu'on peut mettre, qui est intéressant aussi, on peut mettre le 0, bien sûr, le t égale 0, je vais le rajouter. Mettre t égale 0 au départ. Ah, donc là, je mets t, et ici, je vais mettre UC de t. Alors, lorsque t vaut 0, c'est la valeur initiale, c'est le UC0, les 5 volts, si vous voulez. Au bout d'une constante de temps, ça va être multiplié par exponentielle
moins t sur taux, donc exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, c'est 1 sur 2,72. Et ça vaut 0,37. Vous voyez, on est à 37%, 0,37 fois UC0. Au bout de 2,2 constants de temps, on a du exponentiel moins 2,2. Exponentiel moins 2,2, ça fait 0,1. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 10% de la charge initiale. Et au bout de 3 constants de temps, on est à 0,05. Exponentiel moins 3, c'est 0,05. Donc 5%. 5%, donc 0,05 fois UC0. Donc vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose. Si on avait 5 volts au départ, ça fait... il ne reste plus que 0,25 volts de tension. Et au bout de 5 taux, on peut dire qu'on est quasiment à 0 volts. Il reste moins d'1%, hein, c'est inférieur à 1% de UC0. Vous voyez le petit tableau, c'est pour ça que c'est important la constante de temps. C'est un peu la rapidité de la décharge. Ça vous donne des informations sur la rapidité de la décharge du condensateur. Voilà, sur ce, on va arrêter.